Vous croyez connaître les mariages royaux? Ce qui s'est déroulé dans les alcôves secrètes du Vatican en 1502 n'était pas une cérémonie, mais un audit charnel, une transaction scellée non pas avec de l'encre, mais par l'humiliation d'une jeune mariée de 22 ans, contrainte de prouver sa fertilité, non pas une, ni deux, mais bien 3 fois, sous le regard d'hommes qui brandissaient des crucifix et des registres officiels. Vous pensez connaître les scandales de la noblesse, mais la vérité que je m'apprête à vous révéler est bien plus sombre et calculée que n'importe quelle fiction. Il s'agit d'un rituel si pervers qu'il a transformé l'acte le plus intime en un spectacle public, une véritable pièce de théâtre juridique où le corps d'une femme est devenu la preuve vivante d'un contrat politique. Des témoins notaient chaque détail, non par perversion, mais par pure exigence légale, transformant la dignité de la mariée en une garantie d'État. Mais ce que personne ne pouvait imaginer, le secret que l'histoire elle-même a tenté d'effacer, c'est la façon dont cette nuit de dégradation absolue est devenue la graine de son pouvoir indestructible. Préparez-vous, car l'histoire de Lucrèce Borgia n'est pas celle d'une victime. C'est celle de l'alchimie du pouvoir, forgée dans la plus profonde des humiliations. Si ce mystère commence déjà à vous captiver, je vous invite à rejoindre notre communauté de passionnés. Votre soutien avec un j'aime est précieux, et en vous abonnant, vous accéderez à des secrets que l'histoire officielle a voulu nous cacher. J'adorerais savoir depuis quelle région de France ou quel pays vous m'écoutez. Partagez-le en commentaire et dites-moi quelle reine ou impératrice au destin tragique nous devrions explorer ensemble la prochaine fois. Votre participation est essentielle pour faire vivre cette chaîne et dévoiler ensemble ces vérités oubliées. Pour comprendre la véritable portée de cette nuit, il faut nous transporter au cœur de l'Italie de la Renaissance, en 1502. Oubliez l'image d'une Italie unifiée. La péninsule était alors un échiquier politique morcelé et impitoyable, où des duchés comme Milan, des républiques comme Venise et Florence, et les États pontificaux se livraient une guerre d'influence constante. Au centre de ce jeu de pouvoir se trouvait Rome, non pas un sanctuaire de piété, mais le siège d'une papauté qui agissait comme une monarchie absolue. Le Vatican, sous le règne du pape Alexandre VI de Borgia, était devenu le théâtre de complots, d'alliances et de trahisons. Dans ce monde, le pouvoir ne se mesurait pas seulement en armée ou en richesse, mais en lien du sang. Les mariages n'étaient pas des unions d'amour, mais des contrats stratégiques, des garanties fragiles dans un climat de méfiance généralisée. Chaque alliance était une manœuvre politique, et la fertilité d'une épouse était la clé de voûte qui assurait la pérennité d'une dynastie et la solidité d'un traité. C'est dans ce contexte de paranoïa politique que le corps d'une femme pouvait devenir un enjeu d'État et son lit nuptial une cour de justice. Au cœur de cette arène politique se trouvent les protagonistes de notre drame. La famille Borgia, dont le nom seul suffisait à inspirer la peur et la fascination dans toute l'Italie. À sa tête, le pape Alexandre VI, un souverain pontife plus préoccupé par l'expansion de son pouvoir dynastique que par les âmes de la chrétienté, utilisant ses propres enfants comme des pions sur l'échiquier européen. Son fils, César Borgia, était le bras armé de cette ambition, un chef de guerre d'une cruauté si légendaire qu'il inspira à Machiavel son traité, Le Prince. Et puis, il y avait Lucrèce. Immortalisée par la propagande comme une empoisonneuse incestueuse, elle était en réalité l'atout le plus précieux et le plus tragique de sa famille. Sa beauté et son lignage faisaient d'elle une monnaie d'échange inestimable. Face à eux, la maison d'Este de Ferrare, une ancienne et puissante dynastie qui se méfiait profondément des Borgia. Le fiancé, Alphonse d'Este, n'épousait pas seulement une femme. Il s'alliait à une famille dont la réputation était entachée par le sang et la trahison, notamment l'assassinat probable du second mari de Lucrèce. Les négociations de ce mariage n'avaient rien de romantique. Elles étaient un champ de bataille juridique. Hanté par le souvenir des précédents époux de Lucrèce, le premier écarté par une annulation humiliante pour prétendue impuissance, le second assassiné sur les marches mêmes du Vatican, la maison d'Este était paralysée par la méfiance. Pour se prémunir contre la duplicité des Borgia, ils imposèrent une condition d'une brutalité inouïe, une clause glaciale qui effaçait toute notion d'intimité pour la remplacer par une froide procédure de vérification. La consommation de l'union ne serait pas un secret. Elle devait être un acte public, un événement attesté par des témoins officiels.
La chambre nuptiale ne serait pas un sanctuaire, mais une annexe du tribunal, une scène où se jouerait la validation du contrat. Des notaires, des diplomates de fait rare et des ecclésiastiques triés sur le volet furent désignés. Leur mission n'était pas de célébrer une union, mais de la ratifier comme un traité, transformant le lit en table de signature. Chaque regard était une authentification, chaque souffle un témoignage prêt à être consigné. Le corps de Lucrèce n'était plus le sien. Il devenait un document officiel, un instrument de mesure dont la performance déterminerait la stabilité politique de l'Italie. Alors que les fêtes somptueuses battaient à leur plein, dans l'ombre, on ne préparait pas une nuit de noces, mais un théâtre de la preuve, un rituel de contrôle dont les détails étaient conçus pour ne laisser aucune place au doute ou à une future trahison. Nous sommes au seuil de la chambre, au cœur de ce secret d'État. Si ces révélations exclusives vous touchent et vous éclairent, votre j'aime est un soutien essentiel pour notre travail de recherche. Pensez à vous abonner pour que nous puissions continuer à dévoiler, ensemble, ces chapitres censurés de l'histoire. Votre présence rend cette communauté unique, et ce qui va suivre dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Nous allons maintenant entrer dans cette pièce et assister à l'impensable. Une fois les dernières coupes vidées et les toasts portés, Lucrèce et Alphonse ne furent pas conduits vers l'intimité d'une chambre nuptiale. On les mena sur une scène macabre, une alcôve transformée en salle d'audience où les rideaux n'étaient tirés que pour mieux cadrer le spectacle. C'est ici que le climax de la paranoïa politique de la Renaissance atteint son paroxysme. La consommation fut exigée, non pas une, mais 3 fois au cours de cette seule et même nuit. Chaque acte était une clause juridique distincte, une performance calculée pour anéantir toute contestation future. Le premier devait effacer le spectre de l'impuissance qui avait dissous son mariage précédent, prouvant la virilité d'Alphonse de manière irréfutable. Le deuxième visait à établir la fertilité de Lucrèce, faisant taire les rumeurs et les intrigues de cour. Le troisième, enfin, était le sceau final, une ratification charnelle si redondante et si extrême qu'elle devait rendre l'alliance absolument indissoluble, à l'épreuve de n'importe quel futur complot des Borgia. Derrière les tentures, les notaires ajustaient leurs plumes à la lueur des chandelles, leurs doigts tachés d'encre consignant les détails les plus intimes comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Le silence de la chambre n'était rompu que par le grattement de leurs plumes sur le parchemin, transformant cette union forcée en un procès verbal, et le corps de Lucrèce en la pièce à conviction centrale d'un contrat d'État. Au lever du jour, l'humiliation ne prit pas fin. Elle se mua en procédure bureaucratique. Le lendemain matin ne fut pas celui du repos des mariés, mais celui de la validation officielle. Les témoins furent appelés à comparaître pour livrer leur déposition. Les notaires compilèrent leurs notes nocturnes, transformant les détails de l'intimité forcée de Lucrèce en un rapport juridique froid et clinique, un document qui serait archivé dans les registres du Vatican. Ce procès-verbal, une fois signé et scellé, fut envoyé à Ferrare comme la preuve ultime que le contrat avait été honoré dans ses clauses les plus dégradantes. Les conséquences furent immédiates et profondes. Pour la famille d'Este, toute méfiance fut anéantie. L'alliance était désormais cimentée dans la chair et sur le papier, la rendant inattaquable. Pour les Borgia, c'était la garantie que leur pion ne pourrait pas leur être retiré. Mais pour Lucrèce, l'impact fut paradoxal. La cérémonie grotesque qui lui avait volé sa dignité devint son bouclier le plus puissant. Pour la première fois de sa vie, l'épreuve ne pouvait plus se retourner contre elle. Aucune rumeur, aucune manipulation politique ne pouvait désormais défaire ce mariage. L'acte conçu pour la soumettre venait, sans que personne ne le réalise encore, de la doter d'une légitimité à toute épreuve, transformant son corps humilié en forteresse politique. Cette forteresse politique, bâtie sur sa propre humiliation, allait devenir le fondement d'un héritage que ses ennemis passeraient des siècles à tenter de démolir. L'héritage caché de cette nuit ne réside pas dans sa cruauté, mais dans sa survie documentaire. Alors que tant de secrets de la Renaissance ont été perdus ou délibérément détruits, les rapports cliniques de cette consommation forcée existent encore aujourd'hui, conservés dans les archives du Vatican. Ils sont la preuve irréfutable que cet événement n'était pas une simple anecdote sordide, mais une procédure juridique fondamentale. La vérité que l'on a tenté de censurer n'est pas l'humiliation elle-même, mais la reconnaissance de son efficacité stratégique. Les historiens
souvent influencés par la propagande anti-Borgia, ont préféré se concentrer sur les rumeurs d'inceste et de poison, transformant Lucrèce en monstre. Ce faisant, ils ont occulté la véritable nature de son pouvoir, celui d'une femme qui a compris les règles du jeu les plus brutales et les a retournées à son avantage. Son histoire prouve que la pratique des consommations surveillées était un outil politique répandu en Europe, mais la démesure des Borgia, en exigeant cette triple répétition, a involontairement gravé l'événement dans la légende, le rendant impossible à effacer. Son véritable legs est celui d'une survivante devenue souveraine, une femme dont la dignité fut sacrifiée sur l'autel de la politique, mais qui utilisa ce sacrifice pour forger une armure que plus personne ne pourrait jamais percer. Français, Roteiros Jane Personalizado. Appel à l'action finale. Ainsi, le lit qui devait être sa prison devint la rampe de lancement de son trône. L'histoire de Lucrèce nous révèle une vérité dérangeante. Le pouvoir a toujours exigé des sacrifices, et bien trop souvent, ce fut la dignité des femmes qui en paya le prix. Ces récits de reines, d'impératrices et de duchesses ne sont pas de simples faits historiques. Ils sont le miroir de la force insoupçonnée qui réside en chaque femme face à un monde conçu pour la contrôler. Si cette quête de vérité vous passionne, si vous souhaitez continuer à exhumer ces destins extraordinaires, votre soutien est notre plus grande force. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations et laissez un « j'aime » si cette histoire a changé votre regard sur la Renaissance. Dites-moi en commentaire quelle autre figure historique, française ou européenne, cache selon vous des secrets que nous devrions exposer. Votre voix compte. Ensemble, continuons à explorer les archives interdites et à rendre leur histoire à ces femmes que l'on a voulu réduire au silence. Car les secrets des alcôves royales sont loin d'avoir tous été révélés.